Pugeot. Si notre commune gardoise bénéficie d'un nombre de jours d'ensoleillement assez conséquent dans l'année, l'eau a tout de même marqué l'histoire de notre village, et continue de le faire ponctuellement. Marqué l'histoire parce que l'étang y est omniprésent, bien qu'il soit difficile d'y faire une brasse ou une partie de pêche. Il s'agit d'un ancien étang de près de 10 km², asséché en 1612, sur lequel nous pouvons trouver aujourd'hui des terres cultivables, notamment de nombreuses vignes, des moutons en pâturage, ou encore un aérodrome. Mais si le sujet de l'eau est encore très important aujourd'hui pour Pugeot, c'est que le village a été plus d'une fois victime d'inondations. 7 événements majeurs ont été relevés depuis 1900, dont 3 entre 2002 et 2004. Pour expliquer ces phénomènes, ainsi que les moyens mis en œuvre pour protéger la commune, nous allons suivre André Roche, ancien président du syndicat mixte d'aménagement des bassins versants du Gard rhodanien. Nous commencerons notre tournée par le barrage du Planas. Nous voici donc au Planas, cette retenue qui est en amont de la commune de Pugeot, en limite Pugeot-Rochefort, et dont le but était de retenir les eaux qui venaient des communes situées en amont, à savoir Saz, Rochefort et Tavel. Donc c'est un lieu qui a été sujet à de nombreux contentieux au fil des siècles, et notamment concernant sa propriété. Donc aujourd'hui c'est bien un bien qui appartient à la commune de Pugeot. Sa superficie est d'environ 40 hectares. Et donc en 2020, sous l'égide du syndicat mixte d'aménagement des bassins versants du Gard rhodanien, des travaux de sécurisation ont été mis en œuvre grâce à un PAPI, un plan d'action de prévention des inondations, pour un montant d'avoisinant les 2 millions d'euros, qui avait pour but de reconstruire la digue qui est derrière moi, de la rehausser et de faire en sorte que la capacité de rétention, qui était de l'ordre de 500 000 m3, soit portée à 1 200 000 m3. Cet ouvrage aujourd'hui est géré par l'Agglo du Grand Avignon, qui a récupéré la compétence risque inondation. Pour notre prochaine étape, nous nous rapprocherons du cœur du village, pour rejoindre l'épicentre d'une catastrophe survenue il y a quelques années. Nous voici au pied de la Roubine du Grès où en 2002, une brèche va s'opérer et qui va permettre à quelques 10 millions de mètres cubes d'eau d'envahir l'étang et de lui redonner l'aspect qu'il avait il y avait 400 ans. Nous voici toujours sur la Roubine du Grès, au lieu dit le Pont Neuf. Et cette roubine, donc, il est bon de rappeler qu'à l'origine, c'est une roubine de ceinture. Sa vocation était de recevoir les eaux d'écoulement du coteau pour éviter que celles-ci se déversent dans l'étang. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater que la rive du côté étang est beaucoup plus haute que celle qui est à son opposé. Et cette hauteur sera donc dans le fil du temps à l'origine de beaucoup de contentieux, puisque chaque fois qu'il y a une inondation, les eaux débordent donc sur la partie de gauche et inondent un quartier qui est le quartier des Trascans, qui à l'origine était en zone inondable et qui aujourd'hui est un secteur urbanisé. La prochaine étape est cette fois-ci au cœur du village. Nous voici donc à l'intersection de la route du camp d'aviation et du chemin des Canebières où arrive la Roubine du Grès. La problématique qu'il y avait, c'est pour évacuer les déchets qui arrivent en masse lorsqu'il y a une crue. C'est la raison pour laquelle vous avez ici une grille avec des poteaux que l'on pouvait soulever de façon à pouvoir curer et retirer les déchets. Donc ici, nous sommes en présence d'un ouvrage de décharge qui permet de limiter le débordement de la Roubine du Grès en cas d'inondation. Vous constaterez que cet ouvrage a été obligé d'être protégé par une carapace parce que le dilemme qui se pose régulièrement lorsqu'il y a des inondations, c'est que chacun veut manipuler cette vanne, soit pour délester les eaux en direction de l'étang et donc inonder les terres des agriculteurs, soit la maintenir fermée pour protéger les gens qui habitent en aval dans un secteur qui est classé en zone inondable. Direction maintenant l'ancien étang et sa roubine. Donc nous voici au bout de l'ancienne route du camp d'aviation. Nous avons la roubine de l'étang
qui était géré donc par un syndicat intercommunal. Et venait compléter ce processus tout un nombre de fossés qui étaient gérés par l'ASA. Et le principe était le suivant, lorsque le Planas était en charge et qui gonflait la roubine de l'étang, on venait fermer ces vannes de façon à ce que l'éther ne puisse pas être inondé par la remontée des eaux. Et lorsque la roubine s'était écoulée, à ce moment-là, on ouvrait les vannes et on faisait évacuer les eaux pour assécher les terres de l'étang. Eh bien, nous arrivons donc au bout de la roubine de l'étang et on se trouve donc actuellement à l'entrée des tunnels. Ces tunnels ont fait l'objet de nombreuses réparations et les plus importantes ont été faites dans les années 1957-1958 où le tunnel de l'étang a fait l'objet de travaux confortatifs. Et l'entonnement que vous voyez ici, lui, a fait l'objet de travaux de confortement dans les années 2009-2010. Donc aujourd'hui, cette entrée est sécurisée. Il reste bien sûr les berges qui ont tendance un peu à s'effondrer et qui devraient faire l'objet d'un travaux à travers un plan plus complet. Et cet ouvrage donc est géré par le Grand Avignon à travers la compétence GEMAPI qu'ils ont depuis le 1er janvier 2020. Intéressons-nous maintenant à un ouvrage qui permettait de faire le lien entre la surface et ce qu'il se passait sous nos pieds. Nous sommes donc dans un ouvrage qui permet à la jonction des deux tunnels, tunnel du Grèce et tunnel de l'étang, de manipuler une vanne qui permettait d'empêcher les eaux de tunnel du Grèce de se verser dans le tunnel de l'étang en cas de nécessité. Alors, c'est un système donc avec une crémaillère. La vanne qui se trouve donc en dessous, à 5 ou 6 mètres, a fait l'objet de travaux confortatifs en 2001 et 2002 et qui aujourd'hui, normalement, en cas de nécessité, peut jouer le rôle auquel elle était destinée initialement. Pour notre dernière étape, nous partons à la conquête de ces fameux tunnels. Casques et bottes indispensables pour nous. L'accès à ce tunnel est aujourd'hui interdit pour des raisons de sécurité. Alors ce tunnel, qui fait 1,3 km de longueur, a pour but d'évacuer les eaux qui viennent de l'amont, notamment de la commune de Tavel. Et ce tunnel est parcouru tout le long de puits ou cheminées qui sont espacées de 100 mètres l'une de l'autre et qui permettaient à la fois d'évacuer les déblais lors du creusement, mais également de descendre le personnel lorsqu'il fallait y faire des réparations. Nous sommes au droit d'un puits qu'on appelle le puits carré et qui avait pour fonction de détourner les eaux du tunnel du Grèce et donc de la roubine du Grèce dans le tunnel de l'étang qui se trouve un peu plus bas. C'est-à-dire qu'à l'époque, on considérait que s'il y avait trop de débit dans la roubine du Grèce, on ouvrait cette vanne, qui à l'époque était une vanne qui était constituée d'une pierre, très grande de pierre carrée, et qui a été modifiée dans les années 2010 à l'occasion de travaux de confortement que nous avons fait. En surface, vous avez un petit bâtiment qui permet de descendre donc, et d'atterrir ici. C'est un ouvrage sur le plan architectural remarquable. Vous avez ici la présence de ce qu'on appelait des bâtards d'eau, c'est-à-dire qu'on mettait des planches de bois qui permettaient d'arrêter l'eau de s'écouler dans le tunnel pendant qu'on y effectuait soit des travaux, soit parce qu'on voulait tout simplement dévier l'eau dans le tunnel de l'étang. Donc là, nous avons une image qui représente bien la problématique des tunnels qui ont été toujours soumis à une pression venant de la surface et qui a causé de nombreuses infiltrations d'eau. Au fil du siècle, ces infiltrations ont fragilisé les parois à un point qu'à certains moments, celles-ci ont pu s'effondrer. Donc là, on a les concrétions calcaires, vous voyez, et on voit bien sur les murs, au fil du temps, cette eau qui s'écoule venant de la surface et qui tapisse les parois donc, de ce calcaire qui paraît aujourd'hui semblable à quelque chose qui aurait été verni. Donc là, nous sommes sous une cheminée. Le tunnel du Grèce en comporte 13. Leur hauteur varie pour atteindre 25 mètres par certain endroit. Voilà. Là, nous avons la marque des plus hautes eaux enregistrées ces derniers mois, je pense là, et qui met en avant la problématique de ce tunnel qui, en termes de capacité, a un volume d'eau qui est limité entre
2 et 4 mètres cubes. Il faut savoir qu'il y a 50 ans, lorsque l'eau arrivait de la commune qui est en amont, qui est à l'Aile, du fait qu'il y avait beaucoup moins d'urbanisation, les quantités d'eau étaient moindres. Aujourd'hui, la preuve en est, c'est qu'en moment, le volume d'eau est tellement important que la roubine du Grèce et le tunnel du Grèce, par conséquent, ne suffisent pas pour évacuer ces eaux et posent le problème des débordements et des inondations. Donc là, nous avons une première difficulté qu'on a rencontrée lors de la construction du tunnel du Grèce, qui est un tortillard. Voilà. C'est un coude. Il faut savoir qu'à l'époque, pour creuser ce tunnel, on faisait donc des puits ou cheminées, et arrivé à la hauteur qui avait été pressentie, on creusait à la fois en amont et en aval. Et le principe, c'était que la cheminée qui était 100 mètres plus loin faisait de la même façon, et puis on faisait en sorte de se rejoindre pour que l'ouvrage soit dans de même continuité. Et une difficulté aussi qu'il y avait à l'époque, compte tenu que la géologie n'était pas quelque chose qui était très très connu, par moment, lorsqu'on creusait, on trouvait un obstacle, et l'obstacle, plutôt que d'essayer de le détruire, on le contournait. Et c'est pour ça que tout au long du tunnel, on va avoir des coudes qui vont avoir pour conséquence de réduire la capacité d'écoulement des eaux, bien sûr, et on peut constater ici que la section du tunnel qui est en aval est déjà inférieure à celle qui est en amont. Voilà. C'est un des problèmes du tunnel qui, je le rappelle, contrairement au tunnel de l'Étang, est dans son jus. Là, il est tel qu'il a été construit donc, au XVIIe. On dit que le tunnel du Grèce a été construit aux alentours des années 1615. Le tunnel de l'Étang, 1612. Ce tunnel, il est parcouru donc par ce qu'on appelle des barbacanes, qui étaient des trous qui permettaient aux eaux d'infiltration de s'écouler dans le tunnel. Une des problématiques, c'est que l'eau qui s'infiltre en dehors du tunnel exerce une pression sur les parois. Donc ces ouvrages avaient pour but d'écouler les eaux d'infiltration, mais là on voit au fil du temps que ça a été colmaté parce que dire qu'à Pugeot l'eau est calcaire, c'est un euphémisme. Ce tunnel, comme celui de l'Étang, ont fait l'objet de travaux de sécurisation. Et là, vous avez un exemple d'une voûte qui a été bâtie après la construction du tunnel et qui, effectivement, avait pour vocation d'éviter que les parois ne s'écroulent. Et donc, c'est un ouvrage de renforcement. Donc ici, nous avons une preuve que les Chartreux, en apposant leur signe, qu'on reconnaît ici, la terre surmontée donc de la croix, ont bien participé à la construction de ce tunnel. Donc ce tunnel, pendant plusieurs siècles, a fait l'objet de travaux, de restauration, et notamment de maçons qui étaient employés par le syndicat qui à l'époque gérait les souterrains. Et chaque ouvrier qui travaillait tenait à justifier peut-être auprès de son employeur qu'il avait bien effectué les travaux. Et pour ce faire, il laissait des traces en mettant son nom et parfois son âge. Donc ici, nous avons un tableau récapitulatif avec le nom du directeur, M. Jacques Reynaud, et les différents ouvriers qui sont intervenus dans les travaux, ainsi que la date où ça a été effectué, 1896. Donc là, nous avons l'exemple de ce qu'on appelle des délaissés, c'est-à-dire qu'au moment où on a creusé le tunnel, il a fallu à un moment donné rectifier le tracé. Et c'est pour ça que nous avons au-dessus de cette voûte une autre partie d'un tunnel qui a été abandonné au fil du temps. Nous avons ici des blocs qui comportent des sortes de signatures. Il faut savoir qu'à l'époque, un tailleur de pierre était payé à l'unité. Chacun avait sa marque particulière. Et en fin de journée, en fonction du bloc
du nombre de blocs qu'il avait taillés, il était rémunéré. Voilà. Nous arrivons donc à la sortie du tunnel du Grèce et on peut remarquer que sur la gauche, là, il y a une ouverture qui a été pratiquée dans le mur pour alimenter un moulin qui se situe en aval. Donc, à l'époque, le meunier avait l'autorisation de barrer le tunnel du Grèce, dévier les eaux pour remplir son bief. Le bief, c'est la retenue d'eau qui permet après de faire tourner le moulin. Voilà. Et lorsqu'il avait terminé, bien entendu, il avait l'obligation de restituer l'eau à la roubine, et après le tunnel, après le moulin, les eaux, via un canal, rejoignaient donc la roubine. Donc nous sommes à la sortie des tunnels et vous remarquerez que à votre gauche, vous avez la sortie du tunnel de l'étang, ici le tunnel du Grèce. Et vous remarquez que la sortie du tunnel de l'étang est beaucoup plus large. Il faut dire qu'en 1957, de très gros travaux ont été effectués sur le tunnel de l'étang et ici était situé le poste de commandement des travaux qui ont permis de réaliser. Et il fallait faire passer des wagonnets pour évacuer les matériaux qui étaient retirés. C'est la raison pour laquelle, entre autres, il n'y a pas que ça, cette partie a été évasée. Nous arrivons au terme de ce film, au cours duquel nous avons pu constater que la vie de notre village n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Espérons que le genre d'incident relevé dans cette vidéo n'aura plus le même niveau de gravité à l'avenir, tout en étant convaincu que l'eau continuera de couler sous les ponts.